Chers amis de TV Liberté, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments. Pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir François Bousquet. Bonjour François. Rodolphe Carte, qui est maintenant devenu un habitué de ce plateau. Bienvenue Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Patrick Luzinki, bonsoir, notre directeur artistique, et Christophe Lafosse, Christophe-André Maxime, pardon. Nous allons vous présenter le dernier numéro de notre revue. Alors une, vous voyez, je la montre, les 500 imposteurs les plus néfastes. Alors c'est un numéro très riche qu'on va vous présenter. On va commencer peut-être par un sujet brûlant comme les abribus qui ont brûlé dans nos banlieues il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Puisqu'on a consacré, vous avez coécrit avec Pascal Esric, une sorte de grand article un peu pour mettre au point, faire le point un petit peu sur ces émeutes qui ont été quand même, pour beaucoup d'entre nous, une sorte d'événement historique et un événement révélateur. Les médias en ont peu ou prou parlé, souvent mal, ont essayé de mettre le tapis sous la poussière, si je puis dire. Parce que le titre de l'article, c'est l'avant-guerre civile. Oui. Alors vous reprenez le titre d'un livre, voilà. D'un livre remarquable et prémonitoire qui avait été écrit par Éric Werner à l'âge d'homme, qui s'appelait l'avant-guerre civile. Du même Éric Werner, il y a l'après-démocratie, il a le génie des titres. Slobodan Despot l'a réédité chez Xenia. Le livre est épuisé malheureusement. Nous, on va éditer à la rentrée d'autres livres de Werner, mais je vais voir avec lui pour le rééditer. L'avant-guerre civile, pourquoi? On prend un peu le contre-pied. Plus Pascal Esric que moi, en réalité, du papier de Mathieu Bock-Côté, qui est un des premiers papiers à chaud de réflexion de fond, en disant ça n'est pas une guerre civile. C'est tout ce qu'on veut, c'est une guérilla, c'est l'avant-garde d'une 5e colonne étrangère, etc. Mais ça n'est pas une guerre civile. Or, néanmoins, c'est quand même un processus assez endogène, c'est-à-dire qui est propre à la France. C'est pas un processus exogène, c'est propre à la France. Donc, évacuer cette question de la guerre civile, et la mettre sous le tapis aussi rapidement, c'est peut-être aller un peu vite et faire l'économie du problème qui est le nôtre. À défaut de parler de guerre civile, je crois d'ores et déjà qu'on peut parler d'avant-guerre civile, avec les nuances du terme qui s'imposent. Toujours se rappeler, bien sûr, de la mise en garde de Julien Freund. C'est l'ennemi qui vous désigne. Là, une fois de plus, après l'attentat contre Charlie, les attentats contre le Bataclan, etc., contre le Stade de France, l'ennemi, une fois de plus, nous a désignés. Il y a eu très peu de réflexion, je trouve. Donc, je fais un papier plutôt de fond. Alors, évidemment, je suis toujours jugé parti. On s'intéresse à tout ce qu'il y a d'hybride dans les nouvelles insurrections urbaine, mélange de drogue, d'économie de la drogue, puisque Naël, on le rappelle à tout le monde, c'est une demi-heure de course-poursuite, donc c'est Fast and Furious, 12, 13, 14, c'est ça, Fast and Furious, avec une Mercedes qui est sous-louée qui est sous-louée en Pologne, donc en réalité on n'est pas vraiment dans la misère. Moi je pense même qu'on est dans une post-misère. On a une lecture misérabiliste, c'est le misérable de Victor Hugo, mais c'est même plus Victor Hugo aujourd'hui, c'est la Gili, voilà, c'est la Gili qui a été pris du jury à Cannes en 2019. Je suis pas sûr que ce soit une grille de lecture qui soit opératoire. On est vraiment dans un monde de la post-misère. Mais simplement un tout petit mot dans le prochain numéro d'Éléments, mais pas celui qui est en kiosque, donc pas celui-là, mais le suivant, à la rentrée. On va revenir, j'espère, en profondeur. Moi, j'ai en tête l'article de Baudrillard sur la première guerre d'Irak. Les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent pas, mais c'est la guerre du Golfe n'a pas eu lieu parce que c'était une guerre par écran interposé. Et moi, au bout de 5 jours, on peut dire que les émeutes n'ont pas eu lieu. Les émeutes ont disparu des écrans radars au bout de 5 jours. On est passé, l'agenda médiatique est passé à autre chose. Donc on ne va pas, une fois de plus, interroger le phénomène des émeutes. Alors, elles ont été énormes. Elles ont été énormes. Selon Brochant, ex-patron de la DGSE, qui fait des excellents entretiens dans le Figaro Vox depuis 3-4 ans, et nous alerte sur les questions migratoires. Il y avait de 100 000 à 200 000 émeutiers. C'est sûrement une estimation faible en plus. On n'a jamais vu ça. On a évoqué la commune, mais la commune, c'est pas vrai. La commune, c'est quand même très circonscrit. C'est un phénomène quand même parisien. Là, au contraire, Fourquet l'a montré, ça recoupe. La géographie des émeutes recoupe la géographie des migrations. Donc elle est très éclatée. Mais simplement, la chose qui me frappe, c'est que les émeutes n'ont pas eu lieu. Voilà. Bien sûr, alors il faudrait parler, d'ailleurs, chacun peut intervenir, je donnerai peut-être la parole d'ailleurs à Rodolphe Carte, de deux choses. D'abord, le profil des émeutiers. Dans votre article, vous parlez de révolte des zombies. La gauche, dans le déni, évidemment, enfin le sous-gauchisme, est-ce que c'est encore une gauche? C'est à mon avis autre chose. Veut absolument avoir son substitut de prolétariat. Donc elle voit dans les émeutiers des révoltés. Avec une conscience de classe, puisque Mélenchon a même parlé des émeutiers comme des agents de lutte des classes. Ouais. Et vous parlez de la révolte des zombies. Quand on voit le profil des émeutiers, leur goût vestimentaire, les magasins qu'ils attaquent, ils brûlent des écoles, ils brûlent des médiathèques, il y a quelque chose de profondément nihiliste. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Rodolphe a fait, sur la question des zombies, en effet, c'est un côté mort-vivant, puisqu'ils sortent la nuit, parce qu'ils
parlent de manière onomatopéique, parce qu'ils sont hyper violents, et parce qu'ils sont dans des processus inexorables, irréversibles, on peut pas les rattraper. Mais Rodolphe, on a produit un papier de fond sur cette question-là, et c'est Rodolphe qui l'a écrit. Oui, un des constats qu'on peut faire sur ces élections, enfin sur ces émeutes, je veux dire, c'est l'absence de convergence des luttes. On a bien vu toute l'unanimité de la gauche, de ELV à la FI, à la France Insoumise, courir derrière justement tous ces émeutiers, avec justement cette expression chez Jean-Luc Mélenchon de lutte des classes, alors que c'est beaucoup plus profond que ça, entre guillemets. C'est vraiment comment dire, une réflexion de surface, parce qu'on a aussi comment dire, la notion des réseaux sociaux qui rentre en jeu. Il y a aussi la notion ethno-culturelle, je veux dire, là, qui est, enfin, faut vraiment être le roi est nu, j'ai envie de dire, et puis Mélenchon a vraiment encore envie de s'aveugler. Et moi, ce qui m'a assez intéressé, c'est plutôt par rapport à l'historique vis-à-vis des mouvements, comment dire, ouvriers ou de révolte. C'est qu'à l'époque, par exemple, déjà chez Engels ou chez Marx, la gauche a essayé de penser ces questions en disant, est-ce que c'est, comment dire, ce lumpenprolétariat, comme on pouvait l'appeler à l'époque, pouvait, entre guillemets, enfin, est-ce qu'il était un allié ou alors un ennemi, justement, du corps social, ce genre de choses. Et à l'époque, les penseurs socialistes ont un constat, je veux dire, sans appel dessus. Pour eux, c'est vraiment des ennemis, parce que, entre guillemets, c'est des gens qui peuvent se vendre au plus offrant. On est quasiment dans un esprit de condottière, un peu. Et on l'a très bien vu pendant ces émeutes. On était dans le pillage. Ah oui, oui. Donc oui, voilà, c'est oui, parce que condottière, il y a un côté romantique, esthétique. Voilà. Là, on est chez des nervis qui font penser tout à fait aux casseurs de grève qu'il pouvait y avoir dans la pègre. Exactement. La pègre américaine. Mais par contre, on a quand même, je trouve, dans cette tentative entre guillemets de la gauche pour arrimer tout ce mouvement derrière eux, on retrouve un peu comment dire, en filigrane, vous savez, la circulaire Terra Nova de l'époque où justement, à partir de 2008, la gauche va se repenser complètement en disant, bon, il faut abandonner les classes populaires ouvrières, enracinées, de souche. Ces gens-là votent à l'extrême droite. En plus, la masse, comment dire, industrielle commence à se réduire aussi. Aujourd'hui, notre électorat, il est ailleurs. Il est sur cette collaboration entre les classes moyennes, urbaines, quasiment bourgeoise, et ce lumpenprolétariat, donc islamisé et des banlieues. Est-ce que vous pensez qu'il y a, alors d'ailleurs peut-être que vous pouvez aussi y participer, mes amis, un calcul électoraliste. Le calcul électoraliste de l'FI est assez clair. On veut absolument rattraper cette masse d'origine immigrée, franco-immigrée, enfin des banlieues. Mais au bout du compte, les gens des banlieues ont souffert aussi de ces émeutes. Est-ce que c'est pas un mauvais calcul? Ou est-ce que c'est pas plus profondément quelque chose d'idéologique? Il y a une fascination pour la Caïra chez cette sous-gauche. Oui, bah ça après c'est comme je veux dire, c'est dans la suite de cette circulaire Terra Nova. On est on va dans l'aplaventrisme devant les minorités, ce genre de choses. Et après, comme vous dites, moi je pense que c'est une voie de garage. Bon, on verra bien, parce que la démographie, par contre, va dans ce sens. Mais est-ce qu'ils arriveront, entre guillemets, à faire voter ces masses pour eux? Ça, c'est une autre question. Oui, parce que... non, je pense que le calcul de Jean-Luc Mélenchon et les filles, c'est que, de toute façon, c'est les seuls. Ils ne peuvent voter que pour la France Insoumise, ils vont pas voter pour quelqu'un d'autre. Donc de toute façon, ça sera tout bénéfice pour la gauche. Le gros souci qu'on a, et Pascal Esséric l'explique un peu, c'est qu'en essayant d'enquêter sur ces émeutes, on ne sait pas à qui on a affaire. Le gros souci, tous les contacts que Pascal Esséric a pu avoir au niveau des chercheurs, au niveau de la police, etc., nous n'avons quasiment pas de statistiques sur ce qui s'est passé. Et on n'en aura pas. De toute façon, on ne compte pas les sortir. C'est un tabou, il n'y a pas les enquêtes qui sont faites là-dessus. Donc on ne sait pas à qui on a affaire. On a bien vu que l'extrême gauche, à un moment, a essayé d'envoyer un peu ces jeunes. Ça n'a pas marché parce que eux, ils préfèrent péter le magasin Nike que la banque de la BNP. S'en foutent de la banque BNP, c'est pas leur truc. Le magasin Nike, ils peuvent faire quelque chose. Donc on a affaire, en fait, à une population qu'on ne connaît pas. Et ça va être le gros souci aujourd'hui du gouvernement et des prochains gouvernements, c'est que c'est une émeute qui peut revenir très rapidement et qui peut disparaître parce que on n'a toujours pas expliqué pourquoi elle a disparu au bout de 5 jours. C'est les dealers peut-être qui ont... Il y a de tout. On parle de ça, mais on n'en est pas sûr. Est-ce que la religion a eu on a dit pendant très longtemps que la religion tenait les quartiers. J'ai pas l'impression non plus. Donc là, il y a un grand mystère de ce qui s'est passé. On ne connaît pas les émeutiers, on connaît quand même massivement leur origine ethnoculturelle quand même. Ce que veut dire Patrick, c'est que on a fait le papier à deux avec Pascal. Mais Pascal s'est intéressé à la hiérarchie policière, donc on a des contacts. Et ce qui ressort en effet, c'est que on a un outil statistique qui est
frappé de péremption. Alors que nos voisins, c'est le constat, hein, nos voisins espagnols, italiens, anglais, allemands ont un appareil statistique très supérieur au nôtre, hein, pour un tas de raisons, nous, mais en particulier pour des questions idéologiques. On le voit à l'INED. Hein. Voilà, on ne veut pas voir ce qu'on doit voir. C'est le mot de Philippe Cadic. Qu'est-ce que c'est le réel? C'est ce qui reste quand on a tout débarrassé. Mais c'est d'ailleurs l'idéologie. Nous, on veut pas. On a conservé l'idéologie. Donc on peut pas. En médecine, on peut pas poser un diagnostic si on n'a pas une radiographie. Donc on n'a pas de radiographie. C'est la question de structure du pays. Je crois que la France est la seule qui a créé des banlieues. En fait, les Allemands n'ont pas ça. Les Anglais ont plutôt des zones pavillonnaires. Et les Italiens et Espagnols ont des populations très différentes. Peut-être juste revenir pour le côté finalement totalement apolitique de cette masse qui se révolte. Ils ne font pas de politique. Ils ne sont pas dans la politique. Et moi, je voudrais peut-être redire même sur il y a un aspect ludique de ces révoltes et nihiliste, mais nihiliste au sens d'un rien vagabond presque. Et moi, je voudrais peut-être revenir par le petit bout de la lorgnette sur la matérialité des choses, mais des choses authentiques. Dans leur tribune, François et Pascal ont parlé notamment de la voiture. Effectivement, on a affaire à des jouets, en fait, à des jouets symboles d'une forme d'américanisation ou autre. On a une espèce de Mercedes jaune absurde, surdimensionnée, avec un moteur surpuissant, conduite par des mineurs, avec effectivement qui vient de Pologne. On est entre l'enfantillage, le sous-salafisme et le dealer. Il y a un mélange de ça, et ils s'en prennent à des cibles. C'est une révolte qui n'a pas de caractère politique, puisqu'ils auraient pu s'en prendre à des symboles, y compris de la République, qui sont un peu flous. Ce sont des écoles, ils auraient pu s'en prendre à des mairies, pas tellement. Et puis il y a aussi l'obsession vraiment consumériste, c'est effectivement ils pillent Nike et Lidl en fait, des symboles d'un monde rêvé pour eux aussi, mais qui s'effrite, qui n'est rien, qui n'a pas de structure. Ce que tu dis, c'est ce qu'on dit dans le fond du papier. On reprend les travaux de Roffer et de Jean-François Guéraud, qui sont des criminologues, hein, et qui sont les théoriciens de ce qu'ils appellent les guerres hybrides. Hein. On est dans le processus d'hybridation. Moi, j'appelle ça la charia de la Caïra. Même si la question musulmane n'était pas centrale. Hein. Il y a eu une église, à ma connaissance, il y a eu une église à Marseille qui a été vandalisée. C'est tout, pas plus. Hein. Donc la cible n'était pas religieuse. Hein. Moi, je crois qu'on est au cœur des logiques dostoïevskiennes du ressentiment. Ce sont des créatures. Pour ça que je prends moi la comparaison des zombies, c'est que c'est vraiment l'univers du souterrain. Dostoïevski est l'auteur des Mémoires du sous-sol. Les Mémoires du sous-sol avaient fasciné Nietzsche. Nietzsche, quand il tombe là-dessus, il se dit « Ah, c'est la théorie du ressentiment est validée par Dostoïevski, par le génie romanesque de Dostoïevski. » On est au cœur des mécanismes du ressentiment. Et c'est une haine intransitive, hein, qui ne se soigne pas. On n'a pas d'outils pour ça. Et cette haine, néanmoins, elle se cristallise sur la France. C'est-à-dire qu'on ne tape pas les gens, on casse l'épée avec la République. Hein. On n'a jamais démoli quelqu'un en lui disant « sale républicain ». C'est sale français, sale blanc, sale Michel. Sale Gaulois. Voilà. La française de l'abstraction, la République. C'est un slogan. Je vous parle à propos d'un concept qui m'a intéressé, d'ethno-sadomasochisme. On connaît le concept d'ethnomasochisme. Là, vous avez beaucoup. Faye avait lancé l'idée d'un ethnomasochisme, au fond, mais le Taguieff aussi. Oui. On voit que les travaux se recoupent de Taguieff, hein, Louis Taguieff, il appelle ça la xénophilie. C'est pas la xénophobie, c'est l'antithèse. Ça m'a marqué. Hein, mais parce que c'est une relation SM. Hein. Si on regarde bien les LFI. Rappelez-vous le type là que Grégoire de Fournas, hein, Grégoire de Fournas avait dit qu'il retourne en Afrique. Hein. Bilongo, merci Rodolphe. Ouais. Le mec se fait taper dessus. Donc on est au cœur d'une relation, d'une relation sadomasochiste, qui est une relation morbide, suicidaire, nihiliste, hein, mortifère. Nous avons d'autres sujets abordés. J'aimerais finir quand même pour montrer. J'ai été fasciné, peut-être comme vous, par les images de la manifestation du comité Adama, où on voyait notamment Sandrine Rousseau et le pauvre Louis Boyard arrivés dans la manifestation, et on sentait qu'ils étaient coincés entre la peur et le frétillement. Ils se sentaient du côté des gens très bien, mais Louis Boyard est typiquement quelqu'un, même physiquement, qui appelle à certains égards, en tout cas pour les voyous, le lynchage. Il faut bien le dire. Donc c'est assez terrifiant même. Il a une tête de bolos, comme ils disent. C'est qu'il existe un mépris pour cette petite gauche. Un mépris évidemment pour Louis Boyard. Dont les valeurs sont opposées. Alors puisque nous parlons de Louis Boyard, nous allons passer au deuxième sujet, les 36 familles d'imposteurs. Il y a 501 imposteurs. Alors là, fait partie de ces merveilleux dossiers d'éléments, puisque c'est pas la première fois qu'on fait le jeu, non pas des 7 familles, mais des 36 familles. Alors, il y a les familles du populisme. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre d'ailleurs? Rodolphe avait fait les youtubeurs. Et dans une autre vie, on avait fait les 36 familles de droite. Les 30 familles de droite. Les 36 familles, là, j'en ai compté 36 familles d'imposteurs. Alors, je peux en citer quelques-uns. Sectes et gourous, les couards, les faux nobles, les femmes savantes, les flics de la pensée, les plagiaires. Je crois qu'il y a aussi les écolos. Enfin, on peut pas tous les citer.
parce que 36 familles, c'est beaucoup. Et là, vous allumez quand même, François, vous canardez. C'est un vous l'avez numéro fait avec Daoud Bourrezala. Avec Daoud Bourrezala et puis Pascal Esseric. Et puis on a été aidé par Christophe, par Patrick. Certains nous ont soufflé des noms. Parce que c'est un numéro d'été, qu'il faut s'amuser. Il y a un podium. Et un podium. Le podium, le podium, on le voit. On peut le dire. Ah, il y a un quiz. Évidemment, il y a Bernard-Henri Lévy, Sandrine Rousseau, Jacques Attali, Marion Cotillard. Ça peut surprendre. Oui, parce qu'elle avait un côté un peu. Mais pour nos épouses, nos épouses qui lisent la presse féminine, Marion Cotillard et l'écologie, c'est un poème. Je veux dire, elle vit dans un truc de 5 ou 10 millions d'euros pas à Las Vegas, à Hollywood. Elle voyage en avion privé. Elle nous bombarde de tracts. Elle bombarde de tracts les ploucs que nous sommes et les somewhere que nous sommes. Elle, c'est une anywhere en disant veille à la planète, etc. Donc ça s'est imposé. Manuel Valls. Moi, j'adore Manuel Valls. Il est formidable. Maintenant, masochisme. Moi, je me permets de lire. Il arbore un CV de traître long comme un Paris-Barcelone. C'est à lui seul 50 nuances de trahison. On doit en être à la saison 7 ou 8. S'il y avait un prix Ganelon ou une bourse Judas, il la décrocherait chaque année. J'aimerais citer cette phrase de Richard Millet sur Manuel Valls, parce qu'on parlait d'ethnomasochisme. Richard Millet disait que Manuel Valls, quand il le voyait, on avait l'impression qu'il sortait d'une séance de flagellation. C'est vrai qu'il a une tête un peu comme crispé, et en crispé, et on sent qu'il se fait flageller, on peut le piétiner, et il sera toujours parmi en essayant de se placer. Je peux vous dire qu'il a piétiné beaucoup de gens quand il était ministre de l'Intérieur et puis Premier ministre. Mais il serait qu'il a quelque chose de congestionné et que la cravate lui fait que la corde lui pendue. Mais bon, c'est un traître d'exception. Il y a les sportifs, bien sûr, c'est-à-dire Karim Benzema, les faux sociologues, Geoffroy de la Ganache, dit la ganacherie, les humoristes pas drôles, Charline Vonnecker. Alors il y a aussi des repêchés. Là, par contre, alors, je ne sais pas si les repêchés c'est plutôt positif ou pas. Parce que j'ai vu que dans les repêchés des humoristes, vous avez mis François Roland qu'on aime tellement. Donc, est-ce que repêché c'est positif ou c'est c'est très bien, d'accord. C'est courageux parce que pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un repêché? Par exemple, Charity Business, évidemment, c'est Bernard Kouchner, c'est le pape François, c'est Bob Geldof, c'est Jacques Croze-Marie. On s'en rappelle, les plus jeunes d'entre vous s'en rappellent pas, mais c'est l'Arc. Yves Montand, Vive la crise. Georges Soros, Mark Zuckerberg, les Restos du Cœur, etc. En repêché, Ronnie Broman. Oui, Ronnie Broman, parce que c'est un type assez intéressant. Je sais plus si c'était cohérent et MSF ou Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Donc repêché, repêché dans les escrocs. Alors les gens vont sursauter, mais Jean-Marie Le Pen. Parce que quand même, il faut quand même le dire, ou Paul Morand. Jean-Marie Le Pen, mais c'est pas l'accabler disant ça, c'est que bon, l'héritage n'est pas très clair, mais c'est pas grave. L'escroc peut être sympathique. Voilà, évidemment dans les escrocs, les inclassables qu'on adore. Repêché, il y a Roland Dumas. Rappelez-vous le mot de Mitterrand sur Roland Dumas pour le droit j'ai Badinter, pour le tordu j'ai Roland Dumas. Fut un temps où il était affreux Roland Dumas, mais aujourd'hui il est merveilleux, il est courageux, il est courageux. Dieudonné, puisqu'il n'a plus le droit de citer Blanche Gardin. Elle a fait des sketchs assez merveilleux. Jean Lassalle, qui aurait dit que Jean Lassalle deviendrait quelque chose d'aussi énorme que moi, j'ai jamais réussi à le comprendre, pour tout vous dire. Moi, je trouve qu'il est fantastique. Nadine Morano. Nadine qui mord des anneaux. Voilà. Donc on a décidé de se faire plaisir. C'est un peu l'ADN d'Éléments. C'est 36 familles. C'est désolant, c'est vraiment, on rit beaucoup. Et Pascal a fait un quiz, parce que c'est les jeux de l'été. Voilà, les jeux de l'été, puisque ça se lira à la plage. Mais il va de soi que nous avons 500 imposteurs, mais que nous pourrions très largement étoffer cette liste. Pourquoi? Parce que la figure de l'imposteur, c'est notre introduction. Évidemment, c'est Tartuffe ou l'imposteur. Le sous-titre de Tartuffe, c'est ou l'imposteur. Il y a des imposteurs de toute éternité. Mais de fait, aujourd'hui, ils prolifèrent parce que le cadavre est pourrissant, moribond, et il est vampirisé par des punaises. Et moi, je reprends le mot de Chirac sur Sarkozy. Il faut lui marcher dessus du pied gauche parce que ça porte bonheur. Donc, on s'efforce de marcher sur tous ces imposteurs du pied gauche parce que ça porte bonheur. C'est très bien, François. Petite, moi, insiste sur Sandrine Rousseau. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est dans la posture? Moi, je pense que c'est une demi-débile, Sandrine Rousseau. C'est une demeurée? Non, c'est une arriviste. La manière dont elle a plombé tous les... Quand on l'écoute, on est accablé par la manière dont elle a plombé Julien Bayou, tous les mâles, tous les hommes, en disant que c'était des violeurs ou des harceleurs pour faire le vide et conquérir Europe Écologie Les Verts. Non, c'est un peu comme Chirac. Chirac, on disait qu'il était con et sympa. En fait, on disait dans son entourage, non, il est pas con, il est pas sympa. Et c'est l'inverse. Méchant stratège. Nous allons passer maintenant à un sujet beaucoup plus
peut-être émouvant, et vous vous appelez Christophe, Oui, bien sûr. et vous avez choisi de traiter de Saint Christophe. Eh bien oui, Alors le titre m'a intrigué, le colosse en guimauve. Oui, alors j'ai voulu- Christophe, il n'est pas un saint comme les autres, puisque, je vous cite, Oui, oui. le seul géant parmi les saints et le seul saint parmi les géants. Alors oui, absolument. Alors c'est une figure, Saint Christophe, c'est le numéro d'été d'Éléments. Alors Saint Christophe est le saint le plus populaire de l'Église catholique, en fait, et il est fêté en France, je crois, le 21 août, et dans le reste des autres pays au mois de juillet. Voilà, donc on a une particularité. Ben, c'est une figure, c'est une grande figure populaire, d'ailleurs tellement populaire que l'Église catholique l'a un peu ravalé au second rang. C'est un saint auxiliaire parce qu'il n'est pas assez chic, pas assez culturel, un peu effectivement grand colosse qui porte le Christ, mais qui, j'utilise l'image de la guimauve, qui correspond d'ailleurs aussi à la plante de Saint Christophe, qui est une image de douceur, de parentalité, de transmission. Alors Saint Christophe, on est entre un peu le mythe et la légende. C'est une légende et un mythe qui viennent du Moyen-Orient. Saint Christophe, c'est une figure, en fait, c'est un peu aussi le dieu du passage, le dieu des morts, c'est Anubis. Il est souvent représenté par une tête de chien. C'est un peu il est païen à l'origine, il a une image de païen un peu rusto comme le chien, un chien réprouvé. D'ailleurs, son nom à l'origine s'appelle le réprouvé. Et puis, il est quand même martyr de l'Église, hein, avec un épisode qu'ils l'ont raconté où il a un supplice de flèches, etc. Donc, c'est une figure extrêmement populaire. C'est un passeur. Il y a une production iconographique qui est énorme. Et puis, c'est le saint protecteur d'un peu tout le monde. Alors, on peut faire une litanie. C'est le saint patron des voyageurs et des soldats, mais de tout ce qui a un rapport à la transmission, à la culture au sens aux paysans du terme. Juste comme c'est un numéro d'été aussi, donc s'attacher un petit peu aux images. Je remercie Patrick qui nous a mis 2 belles images d'illustration. Il y a un tableau de Maurice Denis, le Grand Villet, un très beau Saint Christophe portant le Christ, et puis l'image qui est une photographie d'une reproduction d'un immense Saint Christophe de 12 mètres de haut, qui est le plus grand d'Europe, je crois, en Alsace, dans une abbatiale à Wissembourg, qui est superbe. Voilà, donc une figure à la fois très populaire, très émouvante. Jung en a parlé énormément. Freud s'est intéressé à cette figure. Voilà, Saint Christophe, c'est au cœur de l'été, Saint Christophe qui nous protège. Il y a un petit slogan, c'est qu'on voit parfois sur les murs des églises. Va voir, regarde Saint Christophe et va t'en rassurer. Eh bien, merci pour cette belle évocation ces figures. Nous sommes aussi attachés à un certain christianisme populaire, à éléments, un catholicisme populaire. D'un très joli petit livre de Madame Bonardel, je crois, à la rencontre de Saint Christophe chez Guy et Daniel paru l'an dernier, qui est un petit livre pas très gros, avec des illustrations superbes. Voilà. Merci, cher Christophe. Moi, pour terminer cette émission, j'aimerais évoquer, puisque c'est un peu le sujet de ma chronique, dans le numéro d'éléments, la figure de Pierre Gripari, que certains d'entre vous connaissent, que d'autres malheureusement ignorent, puisque Gripari, aujourd'hui, est ensablé. Son œuvre, qui comporte plus d'une 50aine de livres, alors les parents connaissent peut-être la part de son œuvre pour la jeunesse, hein. On pourrait citer les contes de Larry Proca, les contes de Larry Proca, de la Folie Méricourt, etc. Mais il faut redécouvrir aussi ce grand héritier à la fois de Marcel Aimé et du romantisme allemand qu'était Gripari, cet auteur à la fois subversif et souvent très drôle, il faut bien le dire. Il a été longtemps publié par les éditions de l'Âge d'Homme, et malheureusement, depuis que les éditions de l'Âge d'Homme se sont enlisées dans le véganisme, eh bien Gripari, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai consacré ma chronique à ce grand auteur qui m'est cher, Gripari, sans sable. Alors, il y a des projets. Saluons d'abord les amis de Pierre Gripari, hein, qui viennent de sortir de leur dormition pour publier un nouveau numéro de leur bulletin. Et il faut lire Gripari, et j'espère que des éditeurs, je lance un appel aux éditeurs, je crois que la Nouvelle Librairie a le projet. Tu peux en dire un mot, François ? On doit sortir à la rentrée une parabole génialissime de Gripari, qui avait été rééditée par l'Âge d'Homme en poche. D'ailleurs, ça s'appelle Patrouille du Conte, préface d'Alain Pocard. La Patrouille du Conte, qui a été écrite en 83, me semble-t-il. C'est un livre qui est fascinant parce que prémonitoire sur le politiquement correct, le wokisme, toutes les formes de liberticide aujourd'hui de musulmans. De la culture et de la littérature. On donne l'idée de Gripari qui est géniale, c'est qu'il y a une patrouille qui rentre dans les contes pour faire la police dans les contes, c'est-à-dire éliminer tout le reliquat religieux, les rois, les reines, les princesses, les ogres, pour faire un univers complètement lisse, égalitariste, tel que les woke le fantasme aujourd'hui. Ça a été écrit il y a 40 ans de cela, en 83. Donc on doit le sortir en septembre-octobre, pour peu qu'on s'entende avec les ayants droit. Il y en a 4, mais ça devrait se faire. Hein. Eh bien, excellente nouvelle, cher François. Je vous dis à bientôt, chers amis téléspectateurs de TV Liberté. Nous nous retrouvons, je crois, au mois de septembre, dans 2 mois,
pour une présentation du nouveau numéro d'Éléments, du prochain numéro d'Éléments. D'ici là, vous aurez le plaisir de retrouver notre ami Patrick Luzinski pour cette année-là. À bientôt, au revoir, et puis surtout bonnes vacances, mais restez sur TV Liberté et soutenez TV Liberté. Au revoir.